Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Talk Afrique, un nouveau numéro consacré aux attaques, aux tensions xénophobes entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Il s'agira donc d'analyser les impacts économiques mais également politiques de cet épisode entre deux géants africains, après ceux nous de 2005 et de 2008. Alors, pour commencer, de 2015, pour commencer, nous recevons ici M. Malik Ndao, journaliste spécialiste des questions économiques. M. Ndao, bonjour. Bonjour. Avec nous également René Massiga Diouf, journaliste, analyste politique. René, bonjour. Bonjour. Alors, le 3 octobre dernier, le président Mohamed Buhari a entamé une visite de 3 jours en Afrique du Sud. Officiellement, c'était pour relancer la coopération économique et politique entre les deux pays. René, dans un contexte évidemment tendu, parce que c'était suite à des tensions xénophobes de part et d'autre d'Abuja, Nigeria ou jusqu'à Pretoria, Johannesburg. Donc, comment analysez-vous ce voyage de Buhari, politiquement d'abord? Je crois que c'est un voyage qui s'inscrit un peu dans le cadre des événements que les deux pays ont vécu à travers ces événements xénophobes que vous soulignez tantôt. Moi, je crois qu'il y avait eu énormément de tensions en l'air, mais aussi dans les faits entre les deux pays, qui résultaient du fait, par exemple, que les citoyens nigérians étaient considérés comme étant à l'origine, avec d'autres citoyens africains, évidemment, comme étant à l'origine des maux des Sud-Africains normaux qui s'activaient un peu dans certains domaines de la vie économique notamment. Alors il était de bon ton quand même que le président nigérian fasse ce déplacement, non seulement pour rassurer ses citoyens, rassurer les autres citoyens africains, les autres États africains, mais en même temps rassurer aussi son partenaire sud-africain. N'oublions pas que du point de vue économique, il va en parler, l'Afrique du Sud est la première puissance économique du continent, et donc ces deux géants du continent qui doivent se parler du point de vue politique d'abord, pour apaiser un peu les tensions, et je crois que la résultante devrait être aussi l'apaisement des marchés financiers, parce qu'on a vu que juste après, quasiment sur tous les marchés africains, les choses sont allées crescendo. Donc moi je crois que c'était de bon ton pour apaiser les tensions, en même temps aussi rassurer toutes les parties qui étaient impliquées dans ces violences xénophobes. C'est clair. Alors, Malik, on a appris qu'au moins 600 Nigérians s'étaient fait rapatrier volontairement jusqu'au Nigeria. Alors, du point de vue interne, quelles peuvent être ces conséquences de ce retour au Nigeria et du pays de départ également en Afrique du Sud? Merci. Je pense que les conséquences sont multiformes. Comme l'a dit René tantôt, actuellement, on est dans une phase d'apaisement, certes, mais d'abord, il faut rappeler que ce n'est pas nouveau, en réalité, entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. C'est des faits qui sont regrettables, mais malheureusement, ce n'est pas nouveau. Parce que ces deux géants-là se disputent, en réalité, le leadership. Ils sont dans une compétition d'un leadership continental. Mais ce qui est sûr, c'est que, je disais tantôt, les conséquences sont multiformes, notamment pour l'Afrique du Sud, dont les entreprises, en tout cas les représentants, sont très nombreux au Nigeria. Les investissements sud-africains sont vraiment très nombreux au Nigeria, ce qui n'est pas forcément le contraire. Les Nigérians, il y en a beaucoup en Afrique du Sud, mais ça ne représente pas des gros investissements, c'est plutôt du formel, etc., n'est-ce pas? Alors, les conséquences pour l'Afrique du Sud sont d'autant plus énormes, ou en tout cas seraient d'autant plus énormes si jamais les tensions allaient crescendo, que l'Afrique du Sud, quand même, a beaucoup plus d'intérêt au Nigeria. C'est une place vide laissée par ces Nigérians-là en Afrique du Sud, mais également arrivés sur leur sol, ils y trouvent un autre taux de chômage. Oui, certainement. Oui. Certainement, mais ça, c'est une conséquence moindre, à mon avis. Parce que n'oublions pas que le Nigeria compte quand même 200 millions d'habitants. C'est immense, c'est un gros marché. Et justement, je parlais de l'Afrique du Sud pour les conséquences sur l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud perdait ce marché, ce serait catastrophique.
n'est-ce pas? Donc un marché de 200 millions d'habitants, ce n'est pas négligeable. Donc le retour des Nigérians au Nigeria, il y a des conséquences effectivement, parce que pour retrouver des activités, etc., les investissements, tout ça, ça serait un peu dommageable pour les Nigérians. Mais la question, c'est de savoir comment on les remplacerait au niveau de l'Afrique du Sud, parce que quand même, c'est des gens qui avaient des activités là-bas. Mais est-ce que les Sud-Africains sont capables d'exercer ces activités-là? C'est la question. C'est ça la question. Alors, Mohamedou Buhari disait lors de cette visite, René, que ces violences menacent non seulement nos solides relations bilatérales, mais aussi notre vision d'une Afrique forte et prospère. Oui, évidemment. Ça crée plus de dégâts que ça permet un peu de recoller ce qui existait comme déjà relations très bonnes entre les deux pays. Mais au-delà même des deux pays, il y a les relations quasiment de toutes les grandes nations africaines qui sont menacées, bien sûr. Et donc, je crois qu'il a raison sur toute la ligne, dans la mesure où on avait vu, par exemple, que certains chefs d'État avaient commencé à protester du point de vue politique. Et je crois que les protestations sont allées jusqu'à la saisine même de l'Union africaine. Un président comme Kagame avait commencé à réfléchir sur ce qu'on appelle des contre-mesures. Je ne voudrais pas utiliser le mot rétorsion qui n'existe plus dans le langage diplomatique international actuel, mais parler un peu de contre-mesures, donc qui était destiné un peu à faire en sorte d'acter l'isolement du pays de la scène africaine déjà. Ça, serait une conséquence dommageable pour l'éclosion de l'image internationale que cherche à véhiculer l'Afrique du Sud déjà, parce que n'oublions pas que l'Afrique du Sud vise au plan international un peu un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, oui, membre non permanent du Conseil, oui, non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et je crois que sur cela, le pays, l'Afrique du Sud, est en concurrence avec le Nigeria justement. Et donc, vous voyez ce que ça peut causer comme conséquences politiques du point de vue international. Mais même à l'échelle interne, n'oublions pas que certes l'Afrique du Sud est une grande nation, mais l'Afrique du Sud l'est de par l'influence qu'elle exerce au sein des petits États qui existent notamment en Afrique centrale et en Afrique australe. On sait par exemple que l'Afrique du Sud influence beaucoup les parties prenantes au conflit en Centrafrique, par exemple. L'Afrique du Sud est très influente aussi aux côtés des pays comme le Gabon, comme le Rwanda, etc., etc. Et donc, tout cela qui risque d'être terni par l'image que véhiculée à travers ces violences xénophobes, l'Afrique du Sud. De la SADC également, je crois que l'Afrique du Sud porte quand même une place prépondérante. Oui, l'Afrique du Sud est quasiment la nation locomotive de toutes ces structures, de toutes ces organisations. Au-delà même de la SADC, c'est l'Union africaine. C'est l'une des rares nations à avoir quand même dirigé l'institution africaine, avec l'ancienne Sophie Dlamini Zuma, si je ne me trompe un peu sur le nom. Et que par conséquent, tout ça, l'Afrique du Sud risque de voir cela passer par pertes et profits. Et donc, c'est ce que refusent les dirigeants actuels. Mais il est évident que ce qui s'est passé a un socle beaucoup plus ancré. N'oublions pas que les luttes violentes font partie un peu de l'ADN des nations, surtout des communautés noires en Afrique du Sud. Et que depuis 2008, comme vous avez dit, il y en a eu des précédents, mais depuis 2008, avec la mort de 62 personnes, y compris une vingtaine de Sud-Africains, pratiquement l'État est resté amorphe, parce que les dirigeants qui sont venus par la suite ont voulu être populistes, ont voulu plaire à la population, n'ont pas voulu prendre de mesures radicales pour éradiquer le phénomène. Et contre l'impunité surtout. Ce qui s'est passé, tout le monde a déploré ce qui s'est passé en 2008, ça s'est repassé en 2015, ça s'est repassé cette année encore, mais il n'y a pas encore de mesures qui soient prises du point de vue juridique pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de xénophobie. Par exemple, il n'y a pas de loi actuellement contre la xénophobie ou la discrimination. Et ça pose aussi problème. Donc ça montre, disons, le dilemme dans lequel se trouvent un peu les autorités sud-africaines pour régler définitivement cette question. Là qu'il y a également des relents économiques, Malik. Au niveau de la CEDEAO, on connaît le poids du Nigeria également. Comme on le disait tantôt, au niveau de la SADC, le poids de l'Afrique du Sud. Donc, au niveau sous-régional, déjà, il y a cette émergence de deux grandes puissances économiques qui s'affronteraient. Oui. Tout à fait, c'est ce que je disais tantôt, parce qu'en réalité, moi, je situe un peu les impacts à ces deux niveaux-là. Au niveau de la coopération entre les deux pays, parce que c'est très important, ils ont une coopération très très forte. Le Nigeria vend son pétrole aux Sud-Africains. L'Afrique du Sud est dépendante pratiquement du pétrole nigérien.
Et de l'autre côté, comme je disais tantôt, il y a énormément d'investissements au niveau du Nigeria, de la part des Africains. Téléphonie surtout. Dans la téléphonie, dans l'agronomie, dans la communication, avec le groupe MultiChoice, dans la communication c'est MTN, qui a eu des débats, on se souvient en 2016 d'ailleurs, elle était accusée de fraude fiscale, n'est-ce pas? De l'autre côté, les Sud-Africains se plaignent souvent au Nigeria, en tout cas de harcèlement, victimes de tracasseries administratives souvent. Donc il y a des tensions qui sont pratiquement constantes. Néanmoins, c'est deux frères ennemis en quelque sorte. Ils s'aiment, mais ils ne se supportent pas en quelque sorte, si on peut dire. Néanmoins, ils ont besoin l'un de l'autre, ça c'est clair. Notamment au vu de leur poids dans l'économie régionale. Comme vous disiez tantôt. L'autre aspect, c'est au niveau effectivement continental. Je vous rappelle simplement que c'est en juin dernier qu'a été lancée la ZLEC. C'est important. L'impact je veux dire, si les tensions au niveau entre ces deux pays-là venaient à s'exacerber, on imagine un peu... Quelles peuvent être quand même les conséquences de cette situation-là, de ces tensions entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, pour la mise en place effective de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale? Et justement, de par leur position, tout simplement, parce que deux géants, parce que c'est en Afrique, on sait que ces deux pays dont le PIB représente plus de la moitié de celui de l'Afrique, c'est quand même important. Dans les échanges, il y a un impact tout à fait considérable. Parce que ce sont ces deux pays qui drainent en fait l'économie de la région. On n'a pas dire locomotive. Exactement. Donc on imagine, parce que la ZLEC, elle est pas encore vraiment, elle vient d'être lancée en 2016, n'est-ce pas? Il faut d'abord régler les problèmes technico-commerciaux, les questions technico-commerciales, parce que c'est pas évident du tout. Parce que dans les échanges, si les biens ne circulent pas, il y a forcément des impacts en interne comme en externe. Donc les impacts sont à ces deux niveaux-là, à mon avis, mais l'Afrique du Sud n'est pas prête, à mon avis, à renoncer à tout ce qu'elle a au Nigeria, ça c'est clair. C'est clair. Parce que je rappelle qu'il y a au moins quelques 400 groupes sud-africains au Nigeria. Installés au Nigeria, oui. Ça c'est pas rien. Les échanges entre les deux pays représentent quelques 4 milliards de dollars. Si je ne me trompe, c'est environ plus de 2000 milliards de francs CFA. Donc c'est pas rien, quoi. Voilà, donc... Oui, d'accord. Ça c'est clair. Mais revenons un petit peu, René, sur cet isolement probable, oui, de l'Afrique du Sud. Dans le cadre de la géopolitique, comme vous le dites tout à l'heure, on a vu qu'au début, l'Afrique du Sud avait fermé quelques représentations diplomatiques à Abuja et au Nigeria globalement. Donc, cet impact-là politique en fait, au niveau régional, surtout, je veux dire, au niveau régional, qu'est-ce que cela peut engendrer comme conséquence sur, je veux dire, la position de l'Afrique du Sud et du Nigeria, de leurs blocs respectifs? Ça peut avoir des conséquences vraiment néfastes dans les relations entre les deux États. Mais aussi, ça peut créer un blocage au niveau régional, au niveau des institutions. Parce que comme on a dit tantôt, en donnant les éléments d'économie, les deux pays sont quand même les nations locomotives, un peu de tout ce qui est constitué comme État en Afrique centrale et en Afrique australe. Donc, il a parlé du PIB de ces deux États qui représentent pratiquement plus de la moitié du PIB de l'Afrique subsaharienne déjà. Oui. Et donc, ces deux nations sont obligées de parler. Quelles que soient les décisions prises du point de vue diplomatique, elles sont obligées de se parler pour pouvoir échanger comme ça se faisait sur certains problèmes ponctuels, mais également trouver des problèmes politiques à certains blocages qui se trouvent quand même dans la mise en place un peu de certains mécanismes comme déjà la ZLEC comme il l'a annoncé, mais aussi il y a déjà d'autres mécanismes dans lesquels les deux nations sont engagées, qui concernent l'Afrique mais aussi qui concernent la zone, et que par conséquent ce blocage ne va pas du tout favoriser un peu les politiques sur lesquels les deux nations travaillent. Et donc ça peut amener un blocage, et de blocage en blocage, on peut arriver à des situations de tension qui ne favorisent pas un peu l'instauration. D'intérêt commun, non seulement entre le Niger, mais disons pour tous les pays africains, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la lutte contre le terrorisme également. Je crois que... Il y a beaucoup de questions sur lesquelles les deux nations doivent parler et dans lesquelles elles doivent mettre en mouvement d'autres États africains. Vous avez la question de la sécurité.
par exemple, on a mis en Afrique de l'Ouest, on a mis en place des mécanismes comme le G5. On est en train de réfléchir sur un autre mécanisme beaucoup plus puissant. C'est vrai que l'Afrique du Sud ou bien le Nigeria, l'Afrique du Sud n'est pas concernée directement, mais disons que l'Afrique du Sud est réellement dans une dynamique qui puisse permettre un peu à ces pays de prendre, d'avoir les résultats escomptés généralement. Et que donc c'est pas parce que l'Afrique du Sud n'est pas dans cette zone que l'Afrique du Sud n'est pas réellement concertée. Ça, c'est la première considération. On peut aussi dire que l'Afrique du Sud a une légitimité panafricaine qui lui permet un peu d'attirer toutes les nations africaines quasiment. L'Afrique du Sud existe au sein des BRICS. L'Afrique du Sud aussi, sa voix est écoutée au sein de certaines institutions qui ne sont pas forcément africaines. Et ça, les nations africaines ont besoin un peu de cette légitimité, de cette image pour pouvoir exister au-delà un peu du continent. Et je termine en disant, par exemple, qu'un pays comme le Nigeria aussi est une voie autorisée dans les relations internationales actuelles, mais aussi c'est une voie autorisée en termes de taux de pénétration, notamment l'ouverture de son marché et aussi la démographie très importante qui peut permettre à certaines entreprises un peu d'exister dans le pays. Et donc les conséquences seraient extrêmement dommageables pour les deux pays et ça risque d'entraîner un peu des blocages aussi pour ce qui concerne les autres nations. J'ajouterais même, si vous le permettez, que c'est d'autant plus vrai que ce ne sont pas seulement les deux pays qui auraient intérêt à assainir leurs relations, mais c'est tous les autres pays qui sont concernés en Afrique. Absolument. Parce que quand on dit locomotive, on évoque les wagons. Parce que les autres pays sont les wagons, mais sans locomotive, on ne va nulle part. Il faut, je ne sais pas, certaines puissances ou certaines économies qui sont des locomotives pour pouvoir entraîner le reste. Et l'Afrique du Sud, encore une fois, par son poids, et même politique, pas seulement économique, tout à fait. Par son poids politique également, le Nigeria également représente quand même des éléments de taille quand même pour la résolution des problèmes, notamment parce que sur le plan militaire, par exemple, on parlait de sécurité tantôt, sur le plan militaire, ce sont deux nations qui sont quand même assez fortes. Assez bien armées, assez puissantes, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a plein d'aspects sur lesquels, comme disait René, d'autres aspects aussi liés, à mon avis, de ces deux économies qui essaient de se battre pour relancer leur économie. Donc c'est dans un contexte qui n'est vraiment pas opportun, à mon avis. C'est pas opportun du tout. Parce que je rappelle simplement que pour ce qui est du Nigeria, par exemple, quand il y a eu le Nigeria, depuis quelque temps, bénéficie de la remontée des cours du pétrole. Mais il y a quelques temps, 1 an, 2 ans, c'était en chute libre. Et c'était le cas d'ailleurs de beaucoup de pays pétroliers, parce que le Nigeria compte quand même dans la sphère pétrolière du monde, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que son taux de croissance en était bien ressenti. Et c'est ça le drame d'ailleurs pour ce qui est du Nigeria, parce que le Nigeria n'a que son pétrole. Et ça, c'est un problème. Il n'a que son pétrole, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud a une économie extrêmement diversifiée. Et qui perdrait entre les deux? Les deux perdraient, mais à mon avis, c'est le Nigeria qui perdrait beaucoup plus. C'est mon avis. Ce n'est que mon avis parce que, comme je dis, il n'a pas beaucoup de biens à échanger. Il n'a que son pétrole, qui a son poids, certes. Parce que le pétrole, tout le monde sait que ce n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Mais en économie, tout le monde sait que quand une économie est diversifiée, elle a beaucoup plus de chances de se développer que quand une économie ne compte que sur un produit spécifique. Alors, René, est-ce qu'on peut envisager, démenant donc, puisqu'il y a eu cette visite du président Buhari, l'apaisement quand même et une relance du partenariat, pour ne pas dire des relations bilatérales entre le Nigeria et l'Afrique du Sud? Non, les choses vont se relancer d'elles-mêmes, déjà, parce qu'il y a des... Est-ce qu'on ne craint pas après, à l'avenir, comme il y a eu des épisodes antérieurs, qui est encore, parlant un peu de l'impunité dont on a fait... Absolument, il y a des craintes à avoir à ce niveau. Déjà, il faut se dire que les choses vont se relancer d'elles-mêmes. Je crois qu'on est en train d'oublier petit à petit ce qui s'est passé, comme on l'avait fait déjà vers les années 2000, en 2008 et récemment en 2015, etc. On est en train d'oublier, et pour des raisons politiques, l'Afrique du Sud ne va pas trop bouger concernant la xénophobie. C'est pour des raisons politiques internes. Ça, moi, je le dis, et ça va encore continuer, probablement. Mais le problème, c'est que aussi, les États ne peuvent pas se passer d'un partenaire aussi puissant, aussi important, qui a un poids politique aussi craint.
dans le monde. Ça, c'est l'une des considérations qu'on peut avoir. La deuxième considération, c'est que aussi, du point de vue du partenariat politique qui lie les nations, forcément, elles sont obligées de se parler. Et surtout, quand on va préparer des sommets internationaux, il y en aura bientôt les sommets de l'Union africaine, les sommets de la CEDEAO. Certes, l'Afrique du Sud n'est pas dans la CEDEAO, mais l'Afrique du Sud est consultée sur des problèmes de sécurité, comme j'ai dit. Absolument. Et donc, l'Afrique du Sud a aussi son mot à dire, parce que l'Afrique du Sud peut mettre à la disposition de certains mécanismes des conseils militaires, des instructeurs, qui ne sont pas certainement visibles, mais qui peuvent bénéficier un peu de leurs expériences et même du matériel militaire, des équipements peuvent être mis à leur disposition. On peut aussi se dire que là, quand les choses sont bloquées, des pays comme l'Afrique du Sud permettent un peu de débloquer, surtout lors des sommets. Quand une question se pose et que les États ne peuvent pas avancer, souvent ils procèdent par vote ou bien ils procèdent par situation de consultation. Et l'Afrique du Sud, sa voix compte double ou triple quasiment dans ces moments-là. C'est la raison pour laquelle des géants comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, on a besoin d'eux. Mais pour répondre précisément à votre question, les choses vont se débloquer, les relations vont se rétablir entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Certes, lors des prochains sommets, il y a des points spécifiques qu'un président comme Paul Kagame va mettre sur la table, parce qu'il avait déjà annoncé concernant la xénophobie, mais ce sera peut-être à l'échelle africaine. Et je crois que les résultats et les conclusions ne seront pas si contraignants que ça vis-à-vis de l'État sud-africain. Tout à fait. C'est clair. Alors, peut-être une avant-dernière question, Mali. La compétition, elle peut quand même rester saine entre ces deux pays, ou bien ça va continuer crescendo? Je crois qu'elle est saine, hein, la compétition, parce que, bon, comme on dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La compétition est très saine, notamment. Quoi qu'on dise, en dehors... Ça doit déboucher à tout moment sur des attaques comme ça, quand même, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter, effectivement, mais comme disait René tout à l'heure, je pense que les deux pays gagneraient à ce que la situation, même s'il y a des remous, des obstacles de temps en temps, ils ne sont pas prêts, les deux pays, à se passer de cette coopération. Ils ne sont pas prêts. Parce que le Nigeria a besoin de vendre son pétrole. Ce n'est pas à l'Afrique du Sud seulement qu'elle vend, bien entendu, mais c'est un gros marché également, l'Afrique du Sud, pour le Nigeria. Mais comme je disais tantôt, l'avantage de l'Afrique du Sud, c'est que c'est un pays qui, pendant l'apartheid, en période de boycott, en période comment on dit, il y a un terme qu'on utilise là, d'isolement, etc., l'Afrique du Sud a misé sur l'industrialisation. Ce qui fait que l'Afrique du Sud a une industrie, mais vraiment solide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle a quand même beaucoup plus de soubassement, n'est-ce pas, pour pouvoir rebondir, ce qui n'est pas forcément le cas du Nigeria. Je ne suis pas en train de dire que le Nigeria perdrait complètement, ce serait pas du tout. Parce qu'encore une fois, je le répète, le Nigeria a quand même son pétrole. Et le pétrole, tout le monde sait à quel point c'est stratégique. Mais surtout, sa force, c'est sa démographie. Je le répète, un marché de 200 millions, c'est pas négligeable. Tout le monde en a besoin. Peut-être la présence de l'Afrique du Sud, dans le cas, dans la communication avec MTN ou dans les supermarchés, les banques également. Tout à fait. Ils sont dans la distribution, ils sont dans l'agronomie, comme je disais. Ils sont également dans la communication, dans plusieurs secteurs. Donc vraiment, c'est... Une dernière question pour René. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, avec toute l'histoire de l'Afrique du Sud, en passant par l'apartheid évidemment, est-ce qu'on devait s'attendre carrément à cette situation de xénophobie? Oui, moi ce que je dis c'est que... Si on convoque un peu l'histoire... Oui, si on convoque l'histoire avec ce qui s'est passé vers les années 1994, avec l'élaboration d'une nouvelle constitution notamment, la réconciliation, surtout à travers le mécanisme comme la commission vérité et réconciliation, moi je crois qu'il y a eu deux actes forts dans l'histoire que l'Afrique du Sud avait posés pour stabiliser un peu le pays. Il y avait la constitution 1994, il y avait la commission vérité et réconciliation qui entendait un peu tout ce qui s'est passé en même temps qui prenait des résolutions en fonction des situations qui étaient données. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ce fait inédit n'a pas totalement désancré la tradition de lutte violente des communautés noires. Et ça, moi, j'ai eu à le dire lors d'un séminaire, en leur disant que réellement, la tradition de lutte violente des communautés noires n'a pas été désancrée.
carrément, parce que c'est quasiment dans l'ADN de ces peuples. Et en un moment, la lutte s'est même transposée dans nos États. C'est l'Afrique tout entière qui soutenait par la lutte un peu le peuple sud-africain. Moi, je m'en souviens quand on était en CICP, CI1 comme ça, pratiquement dans nos écoles, dans les classes, l'apartheid est un crime contre l'humanité. Tout le monde se souvient de ces inscriptions. Donc, on se souvient aussi de l'acte fort par le président Diouf à l'époque en organisant des pourparlers ici à Gorée concernant un peu l'Afrique du Sud, et le pays avait pensé que c'était de l'ingérence en vérité. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une tradition qui est là en Afrique du Sud et qui se poursuit et qui n'a pas réellement été sortie pratiquement des mœurs politiques. Et je crois que c'est ça qui va continuer à exister. Les gens ont tiré la sonnette d'alarme, mais je crois qu'il y a aussi des efforts encore à faire. Parce qu'en vérité, l'ostracisme a certes été touché du doigt comme étant le principal problème en Afrique du Sud, mais ça n'a pas réglé tous les problèmes. Parce que si vous regardez les études, toutes les études qui ont été faites depuis 10 ans sur la situation, sur l'évolution de la situation de l'Afrique du Sud, on se rend compte que quasiment s'il y a une amélioration, ça doit être de l'ordre de 1%. Je prends juste un seul exemple pour qu'on aille vite. Par exemple, l'accaparement des terres par les Blancs, c'était autour de 83 à 85% au temps de l'apartheid. Aujourd'hui, c'est stabilisé autour de 83%. Donc quasiment l'ensemble des terres sont détenues aussi par les Blancs aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'il y a quasiment, et je peux prendre aussi d'autres secteurs, pour vous dire que l'évolution du pays en fonction de ce qui s'est passé dans l'histoire va continuer un peu à être le guidon sur lequel vont s'appuyer les populations. Absolument. Alors, espérons donc que la situation va s'arranger au fil du temps. Donc, je le rappelle, nous recevions pour ce numéro Malick Ndao, journaliste spécialiste des questions économiques, et René Massiga Diouf, journaliste, analyste politique. Et merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique.